Nous allons reprendre cet après-midi. Pour commencer, nous avons Monsieur Étienne et Monsieur Braillet, inspecteurs ASN. Ils vont vous présenter l'ASN. Oui, bonjour. Donc Jean-Claude Estienne, je travaille donc à l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire à la division de Caen. Je vais vous présenter dans une première présentation l'organisation de l'ASN et puis mon collègue Christian vous présentera ce qu'on contrôle dans le domaine médical et les principaux enjeux. Alors je tenais quand même à remercier la FPPE de nous avoir permis de nous présenter, et sachant que la radioprotection est un enjeu qui vous concernera dans toute votre carrière et vous serez amené à croiser certainement des inspecteurs de chez nous. Donc l'ASN, c'est une autorité administrative indépendante qui assure au nom de l'État donc le contrôle de la sûreté nucléaire et surtout à ce qui vous concerne de la radioprotection pour protéger donc les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation nucléaire et contribuer aussi à l'information du public, ce qui est important pour nous. Donc comment est organisée l'ASN ? Donc, ce qui caractérise l'indépendance de l'autorité, c'est d'avoir un collège de 5 commissaires, 3 désignés par le président de la République, un par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat, qui ont ces missions à temps plein pour un mandat de 6 ans non révocable et non renouvelable, ce qui garantit l'indépendance finalement des gens qui les ont nommés. Donc les missions du collège au niveau de l'ASN, c'est de mener une réflexion sur tout ce qui est le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de définir la politique de l'ASN et de prendre des décisions majeures qui peuvent être nécessaires. Mais l'ASN s'appuie après principalement au quotidien sur des services, pour partie en région parisienne, qu'on appelle les services centraux, et des délégations ou divisions territoriales sur le territoire. Moi, je vous passe très rapidement l'organigramme où on retrouve le collège, la direction générale, les différentes directions, avec une direction qui va concerner principalement votre activité, qui est la direction des rayonnements ionisants et de la santé, qui s'occupe de tout ce qui est domaine médical. Et vous voyez en bas les 11 divisions territoriales et la division de Caen qui est par ici. Hop, voilà. D'un point de vue géographique, voilà comment ça se représente, avec donc, la division de Caen qui a compétence sur la Normandie, et puis les différentes divisions. À noter une petite particularité, la division de Paris suit également les DOM-TOM. En termes de moyens, donc l'ASN, c'est grosso modo 480 agents, pour la plupart fonctionnaires en activité, mais il y a également un certain nombre d'agents mis à disposition par des établissements publics et des contractuels. Pour les établissements publics, ça peut être la PHP, ça peut être principalement l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Voilà. Le budget du contrôle, c'est en gros 160 millions d'euros qui se répartissent en 2 parties. Une partie qui a un budget propre pour l'ASN de 75 millions et le complément, en fait, c'est relatif à des missions d'expertise qu'on délègue principalement à l'IRSN. Donc l'expertise technique, c'est un peu redondant, c'est principalement l'IRSN, mais également 7 groupes permanents d'experts qui sont regroupés autour de l'ASN, dont le GPMed, qui est le groupe permanent qui s'occupe des sujets relatifs au domaine médical. Bon, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Le GPRAD, en complément, qui lui a un domaine d'expertise en termes de radioprotection, mais plutôt dans le domaine des travailleurs et pas spécifiquement sur le médical. Bon, ponctuellement, l'ASN peut s'appuyer sur d'autres acteurs, notamment un certain nombre de sociétés savantes telles que la SFRO, donc Société française de radiothérapie oncologie, la Société française de médecine nucléaire, le G4, la SFPM, voilà. Mais c'est plus ponctuel et c'est pas spécialement prévu par la réglementation, donc ça pose un certain nombre de soucis juridiques. Bon, les missions de l'ASN sont au nombre de 5 grandes missions: réglementer, autoriser, contrôler, contribuer à la gestion des situations d'urgence et informer les publics. Je vais vous le détailler un petit peu plus. Donc réglementer. Dans la Constitution française, c'est le gouvernement qui a la charge de produire la réglementation. Donc l'ASN, qui est une autorité administrative, ne produit pas directement la réglementation, mais pour autant, elle est consultée par le gouvernement pour les projets de textes réglementaires, et elle apporte aussi des précisions sur la réglementation technique. Pour autant, pour qu'une décision de l'ASN soit réglementaire,
elle doit être approuvée par le gouvernement au travers de ce qu'on appelle l'arrêté d'homologation. Bon, un petit rappel sur la pyramide des textes réglementaires. Hein. Donc tout en haut, les lois, le Parlement, les décrets et les arrêtés qui sont sous compétence du gouvernement, dans l'exécutif. Et donc l'ASN, en dessous, prend des décisions, mais qui nécessitent d'être homologuées par le gouvernement. Et puis tout en bas de l'échelle, on va retrouver des guides qui peuvent être techniques, notamment, qui sont non contraignants, par contre, juridiquement. Donc autorisé. Donc l'ASN autorise un certain nombre d'activités. Bon, les principales qui sont tout ce qui va concerner les installations nucléaires de base. Ce qu'on appelle l'installation nucléaire de base, c'est l'outil administratif qui vise les centrales nucléaires, principalement, enfin les grosses installations nucléaires. Mais l'ASN délivre également des autorisations dans d'autres domaines, sur le transport de matières radioactives, les équipements sous pression, mais également toutes les autorisations prévues par le Code de la santé publique, et dans lequel on va retrouver les autorisations du domaine médical pour la radiothérapie, les scanners, la curithérapie, la médecine nucléaire. L'ASN délivre également des récépissés pour certaines activités, donc les activités prévues par le Code de la santé publique, et on va retrouver là notamment les générateurs de rayonnement ionisant tels que les appareils de radio classiques, radio rétroalvéolaire, etc. Mission importante encore de l'ASN, donc contrôler. Je dirais même c'est le cœur de métier d'une grosse partie des agents. Donc on contrôle un certain nombre de domaines qui sont assez nombreux et puis surtout très différents. Donc on revient sur les installations nucléaires de base. La majeure partie des effectifs de l'ASN contrôlent les grosses installations type centrale nucléaire, mais également les équipements sous pression nucléaire, le transport de matières radioactives, ce que l'on appelle le nucléaire de proximité, qui est en fait l'utilisation de rayonnement ionisant en dehors des grosses installations nucléaires, et dans lequel on va retrouver des installations dans le domaine industriel, dans le domaine de la recherche, mais également en grande quantité dans le domaine médical. Et l'ASN contrôle également les organismes et les laboratoires agréés qui assurent, eux, au quotidien aussi, un certain nombre de contrôles. Donc on les agrée et on les supervise pour vérifier qu'ils respectent bien les conditions d'agrément. L'ASN aussi a une mission un peu spécifique qui contribue à la gestion des situations d'urgence. Je dirais que c'est le seul moment où, quelque part, le côté indépendance de l'ASN est légèrement mis de côté, où l'ASN vient en appui en fait des autorités préfectorales ou gouvernementales, suivant le niveau de l'échelon, si c'est au niveau ministériel ou au niveau départemental, pour apporter une expertise auprès des décideurs, donc le préfet dans le département ou les ministres, le cas échéant. L'ASN travaille également est destinataire de ce qu'on appelle la déclaration des événements significatifs, et à ce titre contribue au partage des connaissances et du retour d'expérience entre différentes entités. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais quand il se produit des événements qui jugés significatifs vis-à-vis de la radioprotection, que ça concerne les travailleurs, le public ou les patients, il y a des obligations réglementaires de déclarer ces événements à l'autorité, de les analyser de manière rapide, puis après de manière plus approfondie. Et éventuellement, l'ASN, à partir de ces événements, peut informer le public, peut aussi aller vérifier si l'analyse qui a été menée est pertinente ou si elle doit être approfondie. Voilà. Mais le but de cette démarche, qui peut paraître un peu surprenante au premier abord, c'est vraiment, je ne sais pas, donner un exemple, un service de radiothérapie qui rencontre un problème un jour, un événement spécifique. L'idée, c'est qu'il soit analysé pour pas qu'il se reproduise dans l'établissement, mais également que ça puisse être partagé pour pas que ça se produise dans un autre service. Pour cela, il y a un guide qui permet de déclarer les événements. Bon, ça s'appelle le guide numéro 11. Enfin, en fait, il y a plusieurs guides, mais il y en a un spécifiquement pour le nucléaire de proximité. Après, en termes de communication, il existe des échelles de gravité des événements significatifs. Une que vous devez connaître, qui est assez médiatique, dont on a entendu parler il y a quelques années avec Fukushima notamment, donc qui est l'échelle INES, donc c'est une abréviation pour International Nuclear Event Scale, qui a été mise en place par l'AIEA, donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique,
et donc qui est applicable à tous les domaines d'utilisation des rayonnements ionisants, sauf sur les patients. Donc ça va concerner la radioprotection des travailleurs et du public. Et en France, il y a une échelle spécifique qui a été développée il y a quelques années en collaboration entre la SN et la SFRO, et qui va concerner le classement des événements pour la radiothérapie. Et donc là, ça concerne uniquement les patients. Or, ces échelles, leur but, c'est de classer des événements en termes de gravité, mais dans une optique unique qui est d'informer le public, puis se rendre compte du niveau de gravité d'un événement. Donc voilà l'échelle INES. Donc si on part du bas, on va retrouver ce qu'on appelle le niveau 0, donc qui concerne les écarts. Après, un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, 5, 6, 7. Sur la droite, on va retrouver quelques exemples de gros événements dont certains sont connus, d'autres beaucoup moins, mais voilà, Tchernobyl, Fukushima, vous en avez entendu parler, Three Mile Island, niveau 5 peut-être. Et puis on va retrouver en France, par exemple, l'événement le plus grave qui a été classé, qui est niveau 4. Et sur la gauche, on va dire en bas là, hop, je trouve mon curseur. Voilà ici, vous avez le nombre d'événements qui ont été déclarés en 2011. Bon, les chiffres sont pas tout à fait récents, mais globalement c'est assez constant. Voilà. Le même type d'échelle pour la radiothérapie, donc l'échelle ASN SFRO, où là on va retrouver pareil un certain nombre d'événements, avec du 0 jusqu'à 7. Et en fait, on va monter en termes de gravité en fonction des conséquences sur le patient. Donc niveau 1, par exemple, c'est un événement qui a une conséquence dosimétrique, mais pas de conséquences cliniques attendues. À partir du niveau 2, on va commencer à avoir des conséquences. Et puis, plus on monte, plus les conséquences sont graves et plus le nombre de patients concernés est important. À titre d'exemple, l'accident d'Épinal aurait été classé au niveau, enfin entre 5 et 7 si l'échelle à l'époque avait existé, ce qui n'était pas le cas. Et Toulouse, certainement au niveau 4. Voilà. La dernière mission, donc informer les publics. Donc c'est une mission importante de l'ASN qui lui a été conférée par la loi, donc avec une obligation de transparence et d'information, qui fait suite notamment suite de l'accident de Tchernobyl et la difficulté de communication de l'époque. Donc l'ASN participe à l'information des publics, donc au travers de différents moyens. Participation aux commissions locales d'information autour des centrales nucléaires, participation à un certain nombre de séminaires. On fait une conférence de presse régionale chaque année, une conférence de presse nationale, et puis l'ASN publie un certain nombre de documents, et notamment un rapport annuel qui est publié vers mars-avril, qui est assez complet, et qui fait état de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection chaque année, quoi. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et donc je vais laisser la parole à Christian Braillet pour la suite. Je vais me présenter, Christian Braillet, inspecteur de la radioprotection, division de Caen. Petite particularité, c'est que je suis moi-même ancien manipulateur radio. Voilà, donc, voilà, ça me rappelle des vieux souvenirs, entre guillemets. Nous sommes partis. Donc un petit focus sur le contrôle de la radioprotection dans le domaine des activités médicales. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que les expositions d'origine médicale, ça représente la deuxième source d'exposition pour la population et la première source d'exposition d'origine artificielle. Les expositions sont de nature diverse. On peut rencontrer à la fois des sources scellées, des sources non scellées. Donc pour faire simple, source scellée, curithérapie, on est dans le domaine médical. Source non scellée, médecine nucléaire. Générateur X, tout le domaine de la radiologie, tout le domaine de la radiologie. Et le dentaire, ne l'oublions pas. Et les accélérateurs de particules, la radiothérapie. Toutes ces expositions, elles doivent être cadrées quelque part. Et effectivement, être exposé, c'est une chose, mais il faut respecter certaines doctrines qui sont prises en ligne de compte au travers de la réglementation qui sont de deux types. Le code du travail pour les travailleurs et le code de la santé publique qui concerne la protection du public et des patients.
Voilà un petit rappel pour vous montrer que l'exposition médicale représente à peu près 25% de l'exposition artificielle. Bon, on peut voir aussi à titre indicatif que dans l'exposition naturelle, vous avez le radon qui prend une grosse part aussi d'activité. Les doses qui sont délivrées au cours d'examens médicaux peuvent être variables. Alors, les 2 slides qui sont présentés sont des sources qui émanent de l'IRSN, ils se seront reconnus. Voilà, donc à voir, ce qui est important, c'est que quand on peut regarder les scanners abdominaux-pelviens, thoraco-abdominaux-pelviens, on est sur des doses qui peuvent varier entre une dizaine, une vingtaine de millisieverts, ce qui, dans le cadre d'une exposition professionnelle, comparativement, serait sur une exposition d'un travailleur globalement acceptable sur une année. Voilà. Donc on est sur des doses qui sont des faibles doses, mais l'activité médicale contribue beaucoup à cette exposition radiologique. En à peu près autour des 82 millions d'actes diagnostiques, alors en 2012, mais les chiffres n'ont pas forcément beaucoup évolué. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une évolution constante. En 2007, on était autour de 75 millions d'actes. En radiothérapie, ça ce sont les chiffres actuels, on a à peu près 180 000 patients traités en radiothérapie externe et par an. Où utilise-t-on les rayonnements ionisants dans le domaine médical? Bon, vous le savez tous, on va balayer les différentes activités. Ça va de la radiothérapie externe, en passant par la radio conventionnelle et le dentaire, la scanographie ou tomodensitométrie, la radiologie interventionnelle, la curithérapie et la médecine nucléaire. Donc à l'ASN, on a aussi des enjeux, il y a des priorités. Donc vous pourrez remarquer que la priorité, ce n'est pas forcément la radiologie conventionnelle et le dentaire. On ne la néglige pas, mais il n'y a pas forcément des enjeux radiologiques prioritaires à la fois sur le patient et le travailleur. Mais je précise bien que c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Où trouve-t-on les enjeux radioprotection? Dans les différentes activités qu'on a citées, hormis le conventionnel et le dentaire. La radiothérapie, avec principalement un enjeu patient. Pour moi, ce que je vous présente là, ce sont vraiment en fonctionnement normal des installations, pas en situation dégradée. Il est clair qu'en situation dégradée, enfermement d'un manipulateur dans une salle de radiothérapie, il y a un enjeu travailleur. Voilà. Mais en fonctionnement normal, on est réellement sur un enjeu patient. La radiologie interventionnelle, là, il y a le double enjeu, à la fois patient et travailleur. Vous délivrez de la dose à un patient, ça induit aussi une dosimétrie qui peut être aussi élevée sur le travailleur. La scanographie, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a, entre guillemets, qu'un enjeu travailleur. On peut aussi avoir des expositions radiologiques, on a le droit d'aller tenir un patient sous rayonnement, mais il y a réellement un enjeu patient. La curithérapie, donc une activité qui est associée à la radiothérapie externe, où on utilise des sources scellées. L'enjeu est principalement patient, parfois travailleur, quand on est dans des situations où effectivement il peut y avoir perte de source éventuellement. On manipule de plus en plus aussi des grains d'iode. Voilà, donc on a un petit enjeu travailleur associé, mais fondamentalement c'est l'enjeu patient qui prend le dessus. Et la médecine nucléaire, j'ai cité un double enjeu, à la fois patient, effectivement, parce qu'on injecte aussi des radiopharmaceutiques à des personnes, et il y a un enjeu travailleur, parce que vous êtes en contact direct avec des sources non scellées, sous les formes que vous connaissez, liquides, voire gazeuses, en fonction des examens que vous pratiquez. Un petit focus sur la radiothérapie et la curithérapie, deux activités qui sont liées. En France, actuellement, ce sont les derniers chiffres du rapport annuel de l'ASN, 174 centres de radiothérapie externe, dont à peu près une soixantaine qui pratiquent une activité de curithérapie. Pourquoi à peu près? Parce que l'activité de curithérapie, il y a des centres qui pratiquent toujours, il y en a d'autres qui pratiquent moins. Voilà, donc ça vous donne un ordre de grandeur. Le nombre de patients traités, c'est le même que tout à l'heure, 180 000 par an. Les techniques ont évolué et évoluent. En radiothérapie, on a des techniques qui sont de plus en plus innovantes et de plus en plus complexes. Donc, imagerie radiothérapie par modulation d'intensité, excusez-moi. Donc, on retrouve l'arc-thérapie, des nouvelles techniques, la tomothérapie, le cyberknife. Donc, ce sont des techniques qui délivrent des fortes doses pour le bénéfice du patient. Voilà, on a certaines activités qui sont du one-shot pour certaines. Malheureusement, derrière, on l'a vu avec mon collègue, il peut y avoir des accidents très graves. Donc celui qu'on a en tête, malheureusement, c'est Épinal. Derrière, il y a aussi l'événement de Toulouse qui marque un petit peu. Il y en a eu d'autres que j'en ai cités ici. Donc sur les traitements hypofractionnés, le gamma knife, on utilise des sources de cobalt-60 en one-shot pour traiter des tumeurs qui sont globalement inopérables. Voilà. Donc il y a bien des enjeux patients. Donc effectivement, nos inspections ont été renforcées depuis les accidents d'Épinal et de Toulouse. On se focalisait antérieurement sur la radio aussi travailleur, c'est ce que j'expliquais. Depuis les accidents d'Épinal et de Toulouse, si on travaille dans de bonnes conditions, on a plus un enjeu patient qu'un enjeu travailleur, on s'est focalisé dessus. Quelles thématiques nous avons inspectées? Donc, en 2011, c'était une inspection annuelle, on allait les voir tous les ans, jusqu'en 2011, et après,
une fois qu'effectivement, à la suite de nos inspections, ça se passait relativement bien, les gens progressaient, on allait les voir que tous les 2 ans. La thématique, c'est bien la sécurité du patient dans le processus de traitement. Voilà. Donc, on n'est pas là pour inspecter les pratiques des uns et des autres, mais tout ce qui rentre dans le cadre d'un processus lié à la pratique et à la délivrance de la dose sur un patient. Qu'est-ce qu'on contrôle? La présence effective de professionnels tels que les manipulateurs radio, les MERL, les personnes spécialisées en radiophysique médicale, PSRPM, et vous avez aussi un autre, l'acteur, je dirais, qui est la pierre angulaire quand même de tout ça, les radiothérapeutes. Mais sur l'aspect qualitatif, processus. Et c'est bien la mise en œuvre d'une décision qualité, comme je l'explique, qui nous permet d'évaluer effectivement tout ce qui est mis en place au titre du traitement, processus de traitement. Donc on vérifie la définition du processus de traitement, la prise en compte des CREX, donc c'est-à-dire des comptes rendus d'événements et du retour d'expérience, l'analyse des risques a priori, etc., etc. Donc j'insiste bien, c'est bien une vision sur le processus et sur l'assurance qualité liée au traitement. La curithérapie, on est sur la même problématique, la même doctrine, on vérifie l'organisation liée au traitement avec une fréquence d'inspection qui est axée tous les 3 ans pour la curithérapie. Le point où on insiste bien aussi en curithérapie, il faut être vigilant sur la gestion des sources radioactives. Ce sont des sources scellées. Il y a eu quelques événements qui ont été déclarés sur perte de sources éventuellement. C'est un peu embêtant. Et effectivement, comme ce sont des sources dites de haute activité, on peut se retrouver avec des blocages de sources au niveau du patient. Donc c'est bien d'avoir une réactivité derrière et donc de mettre en place des procédures d'intervention d'urgence. Le domaine de la radiologie interventionnelle, une petite définition qui émane du GPMed. La radiologie interventionnelle, la définition est la suivante: l'ensemble des actes médicaux, invasifs, diagnostiques et ou thérapeutiques, ainsi que les actes chirurgicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée de guidage. Per procédure, y compris le contrôle. Ça veut dire quoi tout ça? De manière plus adaptée. On retrouve la radiologie interventionnelle, donc l'utilisation de générateurs X, dans des domaines qui sont complètement variés, qui vont de l'utilisation dans les services de neuroradio, cardio, qui sont des salles dédiées, à l'utilisation des amplificateurs de brillance au bloc opératoire. Donc, vous avez à peu près, c'est une liste à l'après-vert, des actes radio-guidés qu'on peut retrouver à la fois en salle dédiée ou au bloc opératoire. Nous réalisons des inspections sur la thématique radiologie interventionnelle depuis 2008. Le processus d'une inspection à l'ASN, on est toujours sur un même ordre du jour: vérification des règles de bonne pratique vis-à-vis de la réglementation applicable qui est le Code du travail, tout ce qui est en lien avec l'aspect travailleur, et la radioprotection des patients. D'accord ? Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu de nombreux événements significatifs qui ont été déclarés en radiologie interventionnelle, qui ont permis malheureusement, et qui nous ont permis de déceler des effets déterministes sur le patient. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si on délivre de la forte dose au niveau du patient, l'équipe médicale et paramédicale est aussi génératrice de toute cette dose. Voilà ce qu'on veut éviter. Donc c'est pas très joli, mais voilà. Donc l'image au-dessus, c'est des effets déterministes en lien avec une exposition radiologique. Alors le but est de ne pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien ou si c'est fait dans les règles de l'art. Ça peut dire voilà, ça peut arriver. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller aussi vérifier lors d'inspection que les gens manipulent et connaissent bien l'appareil qu'ils manipulent, qui est le délivrateur de la dose. Ça, c'est un de nos premiers aspects. Je répète bien aussi, nous n'intervenons pas pour vérifier les pratiques médicales. C'est bien le processus qui permet de délivrer la dose, même en radiologie interventionnelle. Et les 2 diapositives du dessous, c'est pour vous réexpliquer qu'il y a bien un lien entre l'aspect dosimétrie patient et l'aspect dosimétrie travailleur. L'un ne peut pas aller sans l'autre en radiologie interventionnelle, à l'heure actuelle. Donc il y a aussi des enjeux de travailleurs associés, avec des limites, des dépassements de limites réglementaires. Et un dépassement de limites réglementaires, petit rappel réglementaire, c'est considéré comme un délit, réglementairement parlant. Voilà. Un petit focus sur la scanographie. Le parc actuel de scanners en France est de l'ordre de 1200 scanners. Au même titre que les autres activités, nous contrôlons effectivement la radioprotection patient et la radioprotection travailleur. Et on se focalise effectivement sur la scanographie. Pourquoi la scanographie? C'est une activité comme une autre. La scanographie, c'est celle qui contribue le plus à l'augmentation de la dose au niveau des patients, dans le domaine médical. Donc on s'est focalisé un petit peu dessus pour vérifier aussi que dans nos inspections, l'objectif principal était bien d'évaluer l'application opérationnelle des principes de justification. Je ne suis pas médecin, mon collègue non plus,
C'est pas à nous de juger si le scanner est justifié ou pas. Mais une fois qu'il l'est, derrière, il y a des principes d'optimisation qui doivent être appliqués. Ça, nous sommes tout à fait capables d'aller les vérifier. C'est dans cette démarche-là. La médecine nucléaire, je vous rappelle, ça comporte le diagnostic à la fois in vivo, in vitro et la thérapie. Actuellement, 217 unités de médecine nucléaire. Nos inspections sont réalisées toujours sur la même démarche, inspection liée avec le code du travail et la radioprotection patient. Quelques points de vigilance, par contre, en médecine nucléaire. On manipule des sources non scellées, donc on doit être un petit peu vigilant sur l'aménagement des services de médecine nucléaire. On gère des sources non scellées un peu différemment qu'un générateur X et des sources scellées. La préparation des radiopharmaceutiques par des systèmes automatisés, on a eu quelques déclarations d'événements significatifs. Alors paradoxalement, on réduit les doses aux travailleurs, mais on a affaire à des logiciels des fois que l'être humain a du mal un petit peu à maîtriser au départ, et on peut être amené à injecter une dose qui n'est pas la dose qui aurait dû être délivrée au départ. Voilà. Il y a aussi toutes les problématiques en lien avec la gestion des déchets et des effluents radioactifs. Là aussi, c'est quand même un point relativement important. Et quelques événements nous ont été déclarés aussi dans la dispensation de médicaments radiopharmaceutiques, c'est-à-dire les erreurs d'injection, ce qui peut toujours être problématique. Une petite, pour bientôt terminer, une petite appréciation générale de l'ASN sur l'état de la radioprotection dans le domaine médical. Mais il y a toujours des efforts à poursuivre, notamment en matière de recrutement de professionnels de la santé qui sont les PSRPM, qui ont un rôle important aussi vis-à-vis de la radioprotection du patient. Et ces PSRPM, il y a encore des besoins à la fois sur le domaine qui est la radiothérapie et le reste des activités médicales. Sur la justification, il y a des choses à dire, mais c'est surtout dans l'optimisation. Là, on le remarque, ça, ce sont les bilans de nos inspections, généralement. On retrouve fondamentalement nos bilans à Caen ou pour le reste de nos collègues des autres divisions. On est sur le même focus, le même retour d'expérience. L'optimisation des pratiques, il y a encore un petit peu de travail. Et voilà, ça, c'est des points sur lesquels il y a des axes d'amélioration. Et éventuellement aussi sur la sécurité des soins en radiothérapie. Et une chose importante aussi, un des acteurs dont on n'a pas forcément parlé pour l'instant, c'est la personne compétente en radioprotection. Ce qu'on aimerait voir, c'est que ces personnes compétentes en radioprotection, qui ont un rôle majeur vis-à-vis de la gestion du risque en radioprotection, que ce soit dans un cabinet standard, sans être péjoratif bien évidemment, ou dans un centre hospitalier, ou dans des centres de radiologie interventionnelle qui se respectent, on aimerait voir un petit peu que ces gens-là puissent monter en puissance. Donc monter en puissance, je vous rappelle qu'ils sont sous la responsabilité d'un employeur, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est aussi un constat qui a été fait. Donc, un petit travail en cours actuellement sur la refonte de la formation et la radioprotection des patients. Comme on a très peu de temps, vous le savez certainement, je vous l'apprends, quand vous êtes professionnel de la santé ou associé à des professionnels de la santé, vous avez des obligations de résultat vis-à-vis du patient. Il y a une formation qui est obligatoire. Donc cette formation va être revue, et notamment par l'adjonction de pratiques en lien avec la manipulation d'appareils. Le changement de régime administratif en radiologie interventionnelle, alors là, ça c'est purement de l'administratif. Un appareil médical, hormis le scanner, les appareils de radiothérapie et les appareils de médecine nucléaire, pour faire simple, sont soumis à un régime de déclaration. Il suffit de remplir un document, d'attester sur l'honneur que tout va bien, et ça nous convient. On vous envoie un récépissé de déclaration et tout va bien. La radiologie interventionnelle étant une activité à enjeu majeur, on va basculer sur un régime intermédiaire. Et une échelle patient pour tous les domaines du médical, comme vous l'a présenté mon collègue. L'échelle de communication au niveau du patient, c'est l'échelle ASN et CFRO. Donc, ce qui veut dire que des événements significatifs dans d'autres domaines, et il y en a malheureusement, il n'y a pas de classement réel sur cette échelle de communication. Donc, il y a un effort qui va être fait à ce niveau-là, et on devrait aussi classer ces événements. Voilà, pour qu'on puisse les situer de manière identique par rapport à ce qu'on pourrait trouver en radiothérapie. C'est bien une échelle de communication. Et pour finir, mon collègue vous l'a dit, nous sommes aussi en lien avec différents acteurs institutionnels qui sont représentés par le ministère de la Santé. Donc, on va les énumérer pour oublier personne. La DGS, DGOS, l'ancienne AFSAPS, donc ANSM, la Haute Autorité de Santé, l'Institut du Cancer, l'Institut de Veille Sanitaire, l'IGAS, les ARS. S'il y en a d'autres, qu'on nous excuse, mais ce sont les principales. Et des sociétés savantes, de la SFRO en passant par le G4, la SFMN, la SFPM, la FPPE, bien évidemment, Commission radioprotection dentaire, la SOFRA,
vos collègues de l'Association française des techniciens en médecine nucléaire. Et aussi, dans certains cas, on peut être aussi amené à se rapprocher des associations de patients dans le cas d'expositions radiologiques majeures, je pense à Épinal. Voilà, merci de votre attention. Je vous remercie pour cette présentation. Y a-t-il des questions par rapport à l'ASN? Ça fait toujours cet effet-là. Ouais. Bon, pas de questions. Est-ce que juste vous pouvez... Voilà, je me dis pour... Je reprends le micro ici peut-être. Je sais qu'il y a un speed dating à côté, donc on va faire la même chose. J'ai un diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale. Je ne vous donnerai pas l'année à laquelle je l'ai passé, parce que sinon, ça va faire un peu vieux jeu. Donc ensuite, ce que j'ai fait, moi, ce que j'adorais dans mon cursus, c'était tout ce qui était radioprotection, et j'en ai profité, dès la fin de mon diplôme d'état, pour aller passer un diplôme de technicien supérieur en radioprotection, à l'INSTN. Donc à l'époque, ça se déroulait à Cadarache, pardon. Et derrière tout ça, ensuite, j'ai travaillé comme tout le monde. J'ai travaillé à l'Institut Gustave Roussy, donc comme manipulateur radio. J'étais adjoint à la PCR. Voilà, donc j'ai jamais pu avoir le statut de PCR parce qu'il y avait déjà une personne. Et ensuite, derrière, j'ai été travailler comme manipulateur radio en médecine nucléaire à Dijon. Et j'ai su profiter aussi, un petit peu plus tard, de ce diplôme en radioprotection, parce que j'ai été recruté par l'APAV, qui est un organisme agréé. Et donc, j'ai travaillé sur Toulouse, où là, j'ai fait beaucoup plus de radioprotection que ce que je ne l'imaginais, et à la fois domaine médical et domaine industriel. Et l'ASN, cette grande institution qu'est l'ASN, cette grande autorité indépendante, avait des besoins de professionnels issus du domaine de la radioprotection. Et voilà, ce qui explique pourquoi je me suis retrouvé aussi propulsé à la division de Caen, parce qu'ils avaient des besoins à la division de Caen. Donc voilà, vous savez tout. Donc on peut rentrer à l'ASN en tant que manip, il faut un petit peu de temps. C'est évident, mais pourquoi pas. Quelqu'un est venu me poser la question ce matin déjà, je crois que c'est monsieur. Voilà, donc c'est un parcours un petit peu atypique, c'est clair. Par contre, vous retrouvez aussi des cadres de santé, ce qu'expliquait mon collègue, au niveau des hôpitaux qui sont mis à disposition par la PHP, qui sont il y en a une personne qui est dans une division, pour le reste qui sont affiliés à la direction des rayonnements ionisants. Voilà, mais ce sont des personnes mises à disposition. Voilà, vous savez tout. Ah, merci, très bien. Donc on accueille maintenant Monsieur Escabé et Madame Boulot qui vont venir présenter pour l'IRSN. Ah, voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabrice Escrabé. Je travaille à l'IRSN à la direction de la communication. Et avec ma collègue Nathalie Bolton, on va vous présenter un peu les activités de l'IRSN. Donc, moi, je vais faire une présentation un peu plus générale. Et Madame Bolton va parler plus de ce qui concerne la dosimétrie. Alors, déjà, merci à la FFPE de nous avoir invités pour présenter l'IRSN. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Est-ce que quelqu'un... Vous connaissiez déjà l'IRSN? Oui. Bon, donc ça va être juste des rappels. Alors, je vais présenter un peu la carte d'identité de l'Institut, notre objectif qui est de faire avancer la sûreté nucléaire, les missions de l'IRSN, nos domaines d'activité et puis l'activité de l'IRSN à l'international. Alors, carte d'identité. Donc là, il y a beaucoup de textes. C'est juste pour dire que l'IRSN, en fait, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est placé sous la tutelle de plusieurs ministères.
Donc ça change souvent, donc c'est pour ça que j'ai préféré les mettre, parce qu'en fonction des remaniements, les intitulés des ministères changent. Et donc l'IRSN est l'expert public en matière de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Donc pour tout ce qui concerne en fait toutes les activités qui ont trait à l'utilisation des rayonnements ionisants. Je rappelle juste que en fait il y a la loi en fait relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a été votée en août 2015. Renforce en fait le travail de l'IRSN parce qu'il définit les missions d'expertise et de recherche et pose le principe de la publication des avis de l'IRSN, parce que l'IRSN est amené à publier son travail, donc qui est fait surtout en appui technique à l'ASN, comme ça a été précisé précédemment. Et donc cette loi permet aussi de renforcer le travail en cohésion avec les différentes parties prenantes, donc à savoir l'ASN, mais aussi la société civile à travers les commissions locales d'information. Alors l'IRSN, c'est un peu plus de 1700 salariés, donc, dont plus de 1000 spécialistes de différents domaines qu'on verra un peu plus tard. Le budget est d'à peu près 290 millions d'euros, dont 40% consacrés à la recherche. Et donc on a 11 implantations en France, dont les 3 majeures sont Fontenay-aux-Roses et le Vésinet, donc qui sont en région parisienne, et Cadarache, qui est dans le sud-est, où il y a un certain nombre d'installations expérimentales. Donc vous voyez aussi qu'il y a 2 chanceux que nous envions tous qui sont à Tahiti et qui s'occupent en fait de faire des prélèvements et des mesures suite aux essais nucléaires. Alors, faire avancer la sûreté nucléaire, donc à travers l'expertise et la recherche. Donc c'est vraiment les 2 cœurs de métier de l'IRSN. Donc l'expertise, donc qui doit être basée sur des connaissances scientifiques qui sont éprouvées, donc des choses vraiment bien calées. C'est un travail qui est pluridisciplinaire. On a des ingénieurs généralistes, des spécialistes, des chercheurs dans différents domaines, en passant de la biologie à la géologie, la physique des réacteurs, la mécanique, l'informatique, la radioprotection, l'électronique, etc. On a aussi des médecins, des agronomes, des vétérinaires. Et dans ce travail d'expertise, on prend aussi beaucoup en compte le retour d'expérience, en fait, liés aux événements donc, qui ont pu se passer et qui pouvaient être, comme l'a rappelé le collègue de l'ASN, classés sur l'échelle INES. Faire avancer la sûreté nucléaire, c'est aussi à travers la recherche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 40% du budget de l'IRSN qui est consacré à la recherche. Et c'est une politique de recherche qui est en synergie avec l'expertise. Donc, on ne fait pas des recherches tous azimuts. L'objectif, c'est de pouvoir contribuer à ce que l'expertise soit plus précise, pointue et efficace. La recherche contribue à améliorer les connaissances. Elle permet de préserver l'indépendance de jugement de l'IRSN. Et nous avons un certain nombre de moyens expérimentaux, donc je ne vais pas les citer là, mais qui nous permettent justement d'avancer dans cette recherche-là. Il y a aussi beaucoup de logiciels de calcul, donc pour faire de la simulation numérique, qui sont utilisés et développés en interne à l'IRSN. Il y a aussi la formation par la recherche, donc à travers des thèses et des post-doctorats. Donc vous pouvez retrouver sur le site de l'IRSN l'ensemble des sujets de thèse. Et si vous êtes intéressé, pas de souci. Alors les missions de l'IRSN, donc on a 3 missions principales. Donc la première mission, c'est donc la recherche et les services d'intérêt public, incluant l'information du public. La deuxième mission, c'est l'appui et le concours technique aux autorités publiques, donc en particulier à l'ASN, mais aussi à l'autorité de sûreté nucléaire de défense, donc pour les activités à vocation civile ou intéressant la défense. Et on a aussi une activité de prestation contractuelle, d'expertise, d'études, de mesures pour le compte d'organismes publics ou privés, français ou étrangers. Et donc, en particulier, en fait, toute l'activité de dosimétrie rentre dans ce cadre-là. Donc, je laisserai Nathalie vous dire plus de détails.
Et donc on va parler rapidement des domaines d'activité. Donc il y a la sûreté et la sécurité nucléaire, donc pour qui se concerne les réacteurs de production d'électricité, mais aussi les réacteurs expérimentaux, les installations nucléaires civiles et militaires, le cycle du combustible nucléaire, le transport de matières radioactives, la gestion des déchets, la mise en œuvre de la non-prolifération. Donc, ce sont des domaines d'activité dans lesquels l'IRSN travaille. Aussi, pour ce qui vous concerne, donc la protection de la population contre les rayonnements ionisants, donc pour ce qui concerne le public et en particulier les patients, donc lorsqu'ils sont confrontés à des rayonnements d'origine artificielle, mais aussi les professionnels, c'est-à-dire vous bientôt, ou vous-même maintenant, parce que vous êtes des professionnels en devenir, dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine du médical. Un autre domaine d'activité, donc la protection donc, de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Donc vous voyez qu'il y a des spécialistes de l'IRSN qui peuvent être amenés à faire des mesures et des prélèvements dans l'environnement. Et je vous ai extrait en fait du site Téléré, donc qui est le site qui répertorie toutes les balises de mesure en fait qui sont installées par l'IRSN, la carte indiquant en fait l'emplacement de toutes ces balises. Donc c'est un peu petit pour que je puisse vous détailler, mais vous pouvez aller sur le site de Téléré, IRSN, et vous trouverez les détails. Un autre domaine d'activité, donc comme il a été dit précédemment, l'IRSN contribue aussi à l'organisation nationale de crise, donc pour la gestion des situations d'urgence nucléaire et radiologique. Et donc il y a ce qu'on appelle des exercices en fait de crise. On simule en fait une situation d'urgence à gérer. D'ailleurs, même il y en a eu un aujourd'hui, et pour lesquels l'IRSN participe, donc avec d'autres partenaires. L'IRSN n'est pas décisionnaire, mais contribue à l'organisation. Et il y a aussi l'intervention en cas de situation d'urgence radiologique. Dans les domaines d'activité, il y a aussi la formation et le tutorat. Donc il y a la formation donc, par la recherche, donc à travers les différentes thèses et les post-doctorats, mais il y a aussi des formations plus spécifiques à la sûreté et à la radioprotection, avec comme objectif une capitalisation et un transfert des compétences. Et donc ces formations sont dispensées au niveau national, mais aussi au niveau international. Et parmi les missions aussi de l'IRSN, il y a l'information des professionnels et du public. Donc là, je vous ai mis des revues, en fait. Donc la revue Actis, qui est une revue de publication scientifique, et le magazine Repère, donc, qui est le magazine à destination des professionnels, qui permettent en fait à l'IRSN de communiquer auprès de ces publics-là. Il y a aussi le site internet de l'IRSN, il y a aussi le réseau social LinkedIn. Et pour ce qui concerne le public, il y a une exposition itinérante donc, qui a été montée depuis 2 ans en travail avec l'ASN, qui parle de la radioactivité. Donc le titre de l'expo, c'est Radioactivité, des centaines de questions, une exposition. Et donc l'objectif de cette exposition, c'est d'expliquer au grand public en fait la radioactivité, l'utilisation des rayonnements ionisants, les différents types d'utilisation, la différence entre, par exemple, une irradiation et une contamination, l'explication qu'il peut avoir de la radioactivité d'origine naturelle et d'origine artificielle, vraiment des choses qui permettent vraiment d'être accessibles au plus grand nombre pour qu'il y ait vraiment une culture en fait, de ce qui est la radioactivité, son utilisation, ses enjeux et ses risques. Donc il y a aussi du contenu pédagogique en fait, qui est mis à disposition à travers donc, le site internet de l'Institut et les différents réseaux sociaux auxquels nous sommes abonnés. Et dernière chose, donc l'IRSN donc, est aussi un acteur international. Il y a de nombreux partenaires nationaux et internationaux, donc des organismes scientifiques et techniques de sûreté, des autorités de sûreté, des universités, des instances internationales. L'IRSN œuvre aussi beaucoup au niveau de la recherche, en fait, au niveau international, à travers certaines plateformes de recherche, en particulier en radioprotection. Et l'IRSN essaye d'avoir un rôle moteur, en fait, sur certains sujets pour aider, en fait, à faire avancer la sûreté en France et aussi à l'international. Voilà.
J'ai été, je pense, un peu vite, mais c'était juste vraiment pour vous présenter globalement ce qu'est l'IRSN. Et je vais laisser Nathalie vous parler de dosimétrie. Si j'arrive à trouver la présentation. Ça doit être ça, non? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Bolto. Je travaille au laboratoire de dosimétrie de l'IRSN. Je connais certains encadrants qui sont là parmi vous. Et donc, je vais faire un focus, moi, sur tout ce qui est dosimétrie et le laboratoire de l'IRSN. Alors, je voulais juste préciser par rapport à ce qu'a présenté Fabrice, c'est le magazine Repère, qui est le magazine de l'IRSN, est totalement gratuit. Donc, oui, je sais que c'est important. Donc, vous pouvez déjà vous abonner à titre personnel si les sujets de la radioprotection vous intéressent. Mais surtout, moi, j'invite toujours les écoles, alors ils le savent pour certains d'entre eux, mais à avoir 1 ou 2 ou 3 abonnements par école pour avoir ce magazine qui arrive tous les 3 mois. Donc il y a toujours des sujets intéressants, il y a beaucoup de sujets sur la sûreté nucléaire, mais il y a des sujets radioprotection qui sont très intéressants aussi et qui peuvent vous aider, qui peuvent aussi vous donner des idées pour votre mémoire ou des choses comme ça. En tout cas, la radioprotection, c'est passionnant et je vous encourage à bien travailler là-dessus. En ce qui me concerne, Monsieur Braillet est un ancien manipulateur radio, mais je suis aussi une ancienne manipulatrice radio. Comme quoi, ce métier mène à l'ASN, mais aussi à l'IRSN. Donc voilà, je vais revenir à mon sujet, donc qui est le laboratoire de dosimétrie. Donc dans le code du travail, vous êtes déjà concernés. Chaque travailleur qui est appelé à exécuter des travaux en zone surveillée ou en zone contrôlée, en tout cas en zone réglementée, fait l'objet d'un suivi dosimétrique qui doit être adapté à son mode d'exposition. Et donc, alors on coupe, je coupe, mais lorsque l'exposition est externe, ce suivi est assuré par la dosimétrie passive. Et donc, c'est ce que nous faisons à l'IRSN. Donc, on ne fait pas de dosimétrie opérationnelle, mais on fait vraiment la dosimétrie passive. Donc, l'État s'est doté déjà de l'organisme qui est l'IRSN, puisque c'est un établissement public, comme vous l'a dit Fabrice, un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc nous, on est un peu le I et le C, on est le commercial de l'IRSN, puisque ce que nous faisons, ce sont des prestations et des prestations payantes. On a des concurrents sur ce marché-là. Probablement, vous représentez plusieurs écoles. Certains d'entre vous portent un dosimètre IRSN, d'autres un dosimètre probablement de la concurrence. Donc c'est un même travail. Mais voilà, nous, on a un laboratoire qui est un laboratoire public. Alors, notre laboratoire, on fournit et on exploite des dosimètres passifs dans le cadre de prestations, comme je vous disais, pour le compte d'employeurs qui soient publics ou privés, français ou étrangers. On a quelques clients à l'étranger. On met en œuvre des techniques dosimétriques qui sont adaptées à vos risques. On y reviendra. Notre rôle, c'est aussi d'informer et de conseiller, donc que ce soit vous en tant qu'agent porteur d'un dosimètre, mais nos interlocuteurs principaux sont les PCR des établissements. Ils sont aussi les employeurs et les médecins du travail qui ont souvent besoin de conseils. On conçoit tous les produits que l'on fait sont pur jus IRSN en termes de conception. On les améliore, on les fait évoluer. Et on a une petite mission de service public qui est de toujours avoir un stock de dosimètres en cas de crise en France. S'il devait y avoir un accident ou un incident, on a toujours en stock un certain nombre de dosimètres prêts à l'emploi. Et nous sommes localisés au Vésinet. Donc là aussi, ça me permet de vous dire, le Vésinet, c'est dans l'ouest parisien. C'est pas très très loin de la Normandie. Et notre laboratoire, qui en plus là va déménager dans les 2 mois qui viennent, on va intégrer des nouveaux locaux très 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 beaux. Alors déjà, ceux qui sont venus nous visiter, c'est quelque chose de très intéressant, visiter le laboratoire de dosimétrie.
Ça va être encore plus agréable dans quelques semaines. Donc, si vous avez l'occasion, via votre école, en groupe, ou même si vous êtes à Paris, et vous pouvez toujours nous passer un petit coup de fil en disant « moi, ça m'intéresserait de visiter le labo », ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera visiter en fait le circuit de votre dosimètre lorsqu'il revient chez nous, comment il est analysé et jusqu'au résultat. Et c'est très intéressant. Donc voilà, vous serez les bienvenus en tout cas. Donc on fait à peu près 1 250 000 analyses par an. C'est le plus gros laboratoire d'Europe. C'est aussi pour ça que c'est intéressant à visiter. On a à peu près 23 500 clients en termes d'entités. On suit près de 170 000 porteurs que vous êtes. C'est une petite moitié, 47% des travailleurs exposés en France. Il y a 360 000 presque travailleurs exposés maintenant. Et donc, comme je vous disais, on est le leader français et le 4e plus gros labo mondial. Le plus gros européen également. Donc là, voilà, c'est un petit circuit du laboratoire entre la réception. On est le 2e plus gros client de la Poste dans les Yvelines parce que vos dosimètres, il faut qu'ils voyagent. On les envoie, on les réceptionne. Et puis, entre-temps, voilà, ils sont analysés dans notre laboratoire. Donc, on utilise quoi comme dosimètre? Vous utilisez quoi? Le principal, c'est le dosimètre poitrine, qui est réglementaire et qui va mesurer les X, les gamma, les bêta. Pour certaines personnes qui travaillent en thérapie, il y a aussi quelquefois un suivi dosimétrique pour les neutrons, pour les rayonnements neutroniques. Donc, c'est aussi un dosimètre poitrine qui fait X, gamma, bêta et neutrons. Pour certaines personnes qui sont exposées d'une façon plus importante au niveau des doigts, comme par exemple en radiologie interventionnelle, eh bien, ils doivent porter des bagues puisque l'exposition aux mains ou en médecine nucléaire, l'exposition des mains va être supérieure à l'exposition de la poitrine. Par conséquent, il faut mettre un suivi adapté. Donc, ça peut être des bagues, éventuellement un poignet, de moins en moins. Et puis, en cardiologie, par exemple, ou dans les blocs opératoires, il y a aussi le dosimètre pour le cristallin, pour la mesure de la dose au cristallin, qui s'appelle Dosiris. Pour le contrôle de la dosimétrie d'ambiance, eh bien, on utilise ces mêmes dosimètres, mais ils vont avoir un calcul de dose assez spécifique, qui est un calcul de dose ambiance. Et donc, on va les appeler chez nous les RPL ambiance, puisque c'est le nom RPL radio photoluminescent, c'est le nom du dosimètre. Donc, on utilise aussi ces dosimètres pour les ambiances, il y a tous ces contrôles. Et puis, les PCR, qui sont en charge d'ailleurs de cette surveillance ambiance, doivent également faire des études de poste de travail, au poste de travail de tous les agents de leur établissement. Et donc, pour cela, ils utilisent aussi tout ce type de dosimètre, mais avec des calculs spécifiques, ou en tout cas des résultats qu'on va leur livrer un petit peu plus pointus pour calculer les doses aux postes de travail. Alors, le RPL, juste un tout petit mot, je ne vais pas aller vraiment dans le détail, mais si vous venez nous visiter, vous pourrez voir ça dans le détail. C'est le dosimètre de l'IRSN utilise une technologie qui s'appelle la radiophotoluminescence. C'est un dosimètre en verre qui est, alors bon, de l'extérieur, le dosimètre ressemble à ça, vous l'avez certainement vu, mais de l'intérieur, c'est juste une plaque de verre qui est positionnée derrière des filtres. Et donc, ce verre va enregistrer, c'est un verre un petit peu particulier, dans lequel on a inclus des petites impuretés d'argent. Et donc, lorsqu'il va être exposé au rayonnement ionisant, les électrons qui sont arrachés à la structure du verre vont être piégés dans ces pièges d'argent. Et au laboratoire, en fait, on va extraire ce verre de son boîtier et on va l'éclairer avec un laser ultraviolet qui va remettre ces électrons dans un état excité où ils vont émettre une lumière orangée. On voit cette lumière orangée là. Ah oui, c'est bien flou sur votre écran à vous. Et donc, c'est cette lumière qu'on mesure et qui est directement proportionnelle à la dose. Donc, c'est une dose qui va se cumuler sur 1 mois ou 3 mois, suivant votre exposition. Probablement, vous êtes en trimestriel pour la plupart. Certains d'entre vous sont en mensuel. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on va mesurer la dose au labo. Donc, avantage de cette technologie aussi, c'est qu'on peut faire une image de la dose. Et si jamais vous avez été exposé, si jamais il y a une dose significative, en tout cas sur votre dosimètre, on va faire une image de la dose, c'est comme une photo, et on va voir dans quelles conditions cette exposition a pu avoir lieu, si elle est accidentelle ou si c'est une dose cumulée petit à petit et que vous avez pris une certaine dose sur la période en question.
Donc voilà, je vais très rapidement, mais grâce à cette image de la dose, on peut définir si l'exposition s'est faite en une fois ou en plusieurs fois, si au moment de l'exposition c'était statique, c'est-à-dire qu'entre la source et le dosimètre c'était parfaitement statique, ou si c'était en mouvement, parce que là par exemple sur les... j'avais mis... voilà. Ici, vous avez en position statique, on voit que les différences entre les différentes plages, derrière les différents filtres, sont bien nettes. En position dynamique, c'est flou. Donc ça donne aussi une indication lorsqu'il va y avoir enquête si vous avez fait un dépassement de dose. Ici, juste une petite anecdote. Ça, c'est un dosimètre qui n'a pas été attaché à la poche de la blouse. Il a été mis dans la poche de la blouse avec la pince devant. Et il a été exposé, la personne a été exposée, mais la pince a servi de filtre. Et on voit que là, c'est l'image de la pince. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Ici, c'est un dosimètre contaminé en médecine nucléaire. Et là, c'est un dosimètre oublié sur une table de scanner avec le faisceau du scan qui est bien défini sur le dosimètre. Donc on voit des choses, on peut, en tout cas en cas d'exposition, on peut voir pas mal de choses grâce à ce dosimètre. La bague, la bague, elle est utilisée, oui, en médecine nucléaire ou en interventionnel. Là, on voit qu'elle est portée pour le besoin de la photo. J'ai vu que la SN tout à l'heure avait une photo un peu mieux portée, on va dire, en tout cas pour une utilisation en médecine nucléaire, avec le détecteur à l'intérieur du doigt et pas là à l'extérieur. Pour la gestion de tous ces dosimètres, parce que vous êtes nombreux dans les établissements, il y a toujours des gens qui arrivent en permanence. Les blocs opératoires, ça représente aussi beaucoup de gens, des gens qui partent. Eh bien, c'est la PCR qui est en charge de gérer tous ces mouvements de dosimètre. Alors, elle se fait aider aussi. Et donc, il y a chez nous des gens qui aident les PCR de France pour toute cette gestion. Et il y a aussi un portail web qui permet d'inscrire des nouveaux porteurs, de les enlever, etc. Et donc vos résultats dosimétriques, parce que la finalité c'est aussi de faire des analyses. Ce que l'on vend, c'est pas des dosimètres, c'est vraiment l'analyse dosimétrique et votre suivi. Donc les résultats dosimétriques sont envoyés au médecin du travail. C'est lui qui a la charge de suivre votre exposition en tant que professionnel. Donc ça, c'est une première chose. Si vous deviez être exposé, le médecin du travail vous préviendrait. Si en tout cas vous n'avez pas, si vous n'avez pas été au courant, si c'est une surprise pour vous, parce que quelquefois on peut être exposé et le savoir en disant mince, j'ai été exposé à tel moment. Dans ce cas d'ailleurs, on envoie le dosimètre pour analyse en urgence quand il s'agit d'un incident. Quoi qu'il en soit, donc c'est le médecin du travail qui peut vous donner des explications sur votre exposition et votre suivi dosimétrique. Sinon, on envoie aussi ces résultats dans la base de données nationale dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle CISERI. Donc CISERI, c'est le système d'information du suivi des expositions au rayonnement ionisant. C'est vraiment la base de données nationale pour tous les travailleurs. Donc dès que vous êtes entré dans l'école, à votre premier dosimètre, le premier dosimètre que vous avez porté a été analysé et les premiers résultats ont été déversés dans cette base. Et vous travaillerez toute votre carrière ou pas, mais en tout cas, toutes vos expositions seront déversées dans cette base nationale. Et à tout moment, vous pouvez avoir accès via le médecin du travail, si possible, mais à vos résultats. Et en fin de carrière, très souvent, les médecins du travail demandent un bilan carrière des personnes pour savoir, quand elles partent à la retraite, avoir un bilan de leur exposition sur toute leur vie. Donc là aussi, l'État français s'est doté d'un bel outil qui n'existe pas forcément dans tous les autres pays, mais on est parfaitement bien suivi lorsqu'on est une personne exposée au rayonnement ionisant en France. Et donc aussi, les médecins peuvent avoir ces résultats via le portail web. Et pour finir, juste un petit rappel des valeurs limites d'exposition des travailleurs en France. Donc, au corps entier, si vous êtes classé en catégorie A et que vous bénéficiez d'un suivi mensuel, votre dose maximum, c'est 20 millisieverts par an. Donc, tout à l'heure, pour faire une corrélation avec un scanner abdominopelvien, c'est environ 10 millisieverts pour le patient sur un scanner abdominopelvien. Ça vous donne une valeur de référence.
Pour les extrémités, alors c'est pas tout à fait la même grandeur, hein, c'est du HP 007, c'est vraiment la dose à la peau, c'est 500 millisieverts par an. Et pour le cristallin, c'est 150 millisieverts, et là, c'est appelé, avec la transposition de la directive européenne, à diminuer à 20 millisieverts. Donc là, il y a des études de poste en cours pour savoir qui peut être exposé à 20 millisieverts. Et puis pour les jeunes travailleurs, c'est ou les catégories B, 6 millisieverts en corps entier. Donc là, ça peut être un peu plus vite atteint. 150 pour les mains et 45 pour le cristallin. Et pour les femmes enceintes, là c'est une réglementation différente, c'est la dose équivalente au fœtus doit être inférieure à 1 millisievert entre la déclaration de grossesse et l'accouchement. Voilà, c'est des petites références. Et en valeur repère, c'est 0,2 millisieverts par mois, ça fait 2,4 millisieverts par an. Ça vous donne aussi une valeur de repérage par rapport à votre exposition professionnelle. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions par rapport à... Oui, tout. Même le jour où il n'y en a pas, d'ailleurs, c'est-à-dire que la dosimétrie opérationnelle, nous ne sommes pas fournisseurs à l'IRSN de dosimétrie opérationnelle. En revanche, il est vrai que la base CISERI, donc la base de données des expositions professionnelles, reçoit chaque semaine les données des PCR, donc des personnes compétentes en radioprotection des différents services. Elles envoient à CISERI les données de la dosimétrie opérationnelle. Et tout ça, après, est mis en corrélation avec la dosie passive. Ça permet aux médecins du travail de voir s'il y a, si les choses sont raccords ou s'il y a des différences entre l'opérationnel et la passive. Bien, merci à tous. Madame Ansmar doit venir nous présenter la société Bayer. Qui m'a aidé. Alors. Donc là, moi je sais parce qu'on l'a fait ensemble. Donc, non, je fais des bêtises. Donc voilà. Ça, normalement, ça se branche là. Voilà. Donc après, je sais pas comment ça peut se brancher. C'est au jeune homme là-bas en technique. Et le son. Alors là, c'est ça. Non, j'ai débranché l'ordi. Le son, la fiche son. Je crois que c'est celle-ci, non? Oui, c'était celle-là. Attention au bruit. La deuxième fois, c'est bon. Ah bah voilà. Bonjour à tous. Donc moi je suis Odile Assenard et je suis visiteuse hospitalière pour le laboratoire Bayer. Donc Bayer, je pense que de nom vous connaissez tous. Donc Bayer est représenté par plusieurs divisions, notamment la médecine générale, le dentaire, le vétérinaire, l'oncologie, mais aussi la radiologie. Et en radiologie, on a plusieurs axes. Donc, dans un premier temps, moi, je m'occupe tout particulièrement des produits de contraste, que ce soit au scanner et à l'IRM. Mais nous avons aussi une partie matérielle et logicielle qui est intéressante. Et c'est plutôt sur la partie
radioprotection, donc ça fait écho à ce que vous avez entendu tout à l'heure, et ce que Bayer peut faire dans ce domaine. Donc je vais commencer par Radimetrix. Alors évidemment, c'est pas le bon que j'ai fait. Ça commence bien. Voilà. Donc avec la directive Euratom. Donc la directive Euratom, c'est une directive qui date de 2013. Donc je vais l'aborder que succinctement parce que je ne suis pas à même de développer cette directive, mais elle sera applicable à partir du 6 février à peu près 2018, peut-être avant. Et cette directive, elle a pour rôle de justifier et de contrôler toutes les doses de radiation délivrées. Et ça concerne entre autres les patients. Donc d'où l'investissement de Bayer dans un logiciel de dosimétrie patient. Donc on a mis en place des documents pour accompagner les professionnels dans ce domaine, donc avec la proposition logicielle notamment. Donc cette directive, il y a un résumé ici qui pourrait être donné aux personnes que ça peut intéresser pour vous la transmettre. Et ultérieurement, nous allons mettre en place un classeur avec beaucoup plus de documents et notamment des fiches de synthèse par métier. Donc Radimetrix proprement dit, c'est un logiciel de dosimétrie patient qui est simple et performant et qui permet d'assurer une pérennité notamment auprès des radiologues. Nous sommes en partenariat également avec C2I Santé parce que l'intérêt de ce logiciel, c'est de faire des analyses et ça concerne notamment les radiophysiciens quand ils viennent sur les sites. Donc Radimetrix en concret, donc, il est connecté directement au PACS et au RIS et également à toutes les modalités irradiantes du service, donc au scanner, à la mammographie, aux tables de radio. Il peut y avoir également plusieurs scanners sur un même logiciel. Donc ça, c'est intéressant pour faire des analyses. On peut également envoyer des alertes. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le nom du patient et on peut voir directement le nombre d'examens, par exemple, qu'il a reçus dans un même service. Donc quand le patient va venir toujours sur le même site, avec ce type de logiciel, vous allez pouvoir voir le nombre de radios qu'il a eu, si c'est une femme, le nombre de mammographies, s'il a déjà passé des scanners et surtout les doses de DLP, tête et corps, par exemple, qu'il a reçues. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a un dépassement de dose, à ce moment-là, il va y avoir des alertes qui vont être automatiquement générées et là, le radiologue va être tout de suite informé, soit par le biais de mail ou de SMS. Donc là, c'est plutôt à leur convenance. Les analyses de pratique, donc le tableau de bord va permettre de faire des statistiques et donc de comparer les équipements et de comparer également les NRD par rapport du centre, par rapport aux NRD nationaux. Il y a la possibilité également avec ce logiciel d'envoyer, avec Radimetrix, d'envoyer sur Excel et de faire des analyses, notamment pour l'IRSN justement en cas de contrôle, pour les contrôles annuels. Et pour optimiser les pratiques, donc là on va pouvoir faire, ça va permettre plutôt de centraliser tous les protocoles d'acquisition et pouvoir faire des analyses et des simulations. Radimetrix, alors je passe rapidement, Certegra c'est un autre logiciel qui lui permet de basculer toutes les données de l'injection directement sur le PACS, le RIS et la dictée vocale. Donc là en pratique c'est intéressant d'avoir les deux logiciels. Donc en pratique j'ai 3 exemples mais je vais vous en montrer que 2. Le premier c'est un cas pratique qui vient de Suisse sur un examen thoraco-abdominal et c'est l'expérience de Radimetrix dans ce service et sur cet examen que vous allez voir. Donc je vais mettre un petit peu de son. Donc ça dure même pas 2 minutes, c'est vraiment pas long. Voilà. J'aimerais vous montrer que ce genre de programme vont vous permettre de regarder ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, voire ce qu'on fait carrément mal. D'un point de vue dosimétrie, je n'irai pas plus loin sur mes commentaires, mais ça vous donne quand même une vue d'ensemble sur ce qu'on délivre comme dose d'irradiation aux patients.
C'était thoraco-abdominal, on peut faire exactement le même type d'analyse. Qu'est-ce qu'on délivre sur pelvien, pardon, c'est vraiment des TAP. Sur notre machine la plus efficace, on va dire, on est à 620 de DLP. Là, on commence à avoir un petit peu peur, on est à 1440. Pourquoi on a un petit peu peur? Parce qu'en fin de compte, si on regarde nos NRD, normalement, on serait censé être aux alentours de 1000. Alors, de nouveau, ces NRD, c'est des patients de 70 kg, standard, tout content. Mais quand même, à 620, on est de nouveau relativement content de ce qu'on fait, parce qu'on est de nouveau sur le 25e percentile. Cette machine-là, clairement, elle irradie un tout petit peu trop. Donc, on peut quand même comparer, se donner une petite idée de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a fait mieux entre 2014 et 2015? Vous voyez, en 2014, toute machine confondue, on était à 1243 de DLP, on est descendu à 1070. Donc là, 15% de réduction. Et c'est pas qu'on a changé de scanner. Vous allez voir avec ces logiciels de dosimétrie, quand vous changez de scan, forcément, il y a une espèce de gap technologique qui fait que vous allez descendre toutes les DLP dans un facteur extrêmement important. C'est pas ce qui s'est passé là. Sur ces années-là, on n'a pas changé de scanner, donc c'est juste des petites optimisations sur des indices de bruit, sur des milliampères différents, sur des KV différents, qui permettent de gagner 15% en une année. Je pense que si on avait gagné 15% toutes les années, on sera relativement content. Donc voilà, donc vous avez bien compris l'intérêt d'un logiciel de ce type, c'est que ça va permettre de comparer aussi les différentes machines dans un même service et d'optimiser, voire d'améliorer les protocoles pour justement éviter ou limiter l'accumulation de doses et la baisser au maximum. Un cas chez une femme enceinte, donc c'est une femme qui vient consulter au mois de juillet pour une urgence ou pour une suspicion d'appendicite, donc elle passe un scanner. Et 2 mois après, elle rappelle le service pour dire que lors de l'examen du mois de juillet, elle était enceinte de 2 semaines. Et l'intérêt à ce moment-là, c'est d'avoir la dose de radiation reçue au fœtus. Et grâce à ce type de logiciel, eh bien, vous l'avez elle est directement lisible. Et ça va permettre de retransmettre l'information au médecin et de suivre la femme correctement et de prendre les décisions s'il y en a à prendre. Donc voilà l'intérêt de Radimetrix. Donc, nous avons aussi une campagne de formation auprès des patients. Donc, vous avez ici un poster à mettre en salle d'attente et un petit fascicule qui est à destination des patients, mais qui peut vous intéresser aussi, et pour lequel, à l'intérieur, il y a un petit quiz, donc assez amusant, c'est peut-être pas le mot, mais intéressant. Et aussi, vous pouvez ici, les patients peuvent recenser tous les examens en radiologie qu'ils ont déjà suivis. Donc c'est une première approche pour informer les patients et voir l'importance aussi de la radiation dans le domaine médical, parce que souvent on a tendance à le minimiser. Donc voilà pour ce qui est de la première partie avec Radimetrix. Et maintenant, donc si peut-être avez-vous des questions par rapport à... Non? Donc maintenant, sur la deuxième partie, je vais juste vous présenter l'environnement et tout ce que l'on met à disposition auprès des radiologues, des manipulateurs et également des patients. Donc Bayer Healthcare, donc nous sommes partenariat des JFR, mais aussi de la FPPE, donc soit sous forme de stand comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi on est partie prenante dans certaines manifestations. Les journées francophones d'IRM, par exemple, les journées francophones de scanner pour les manipulateurs. Auprès des radiologues, nous publions beaucoup de cas cliniques. Donc certains, vous pourrez les rencontrer sur les sites où vous allez travailler, notamment des cas cliniques en neurologie, IRM, ou des cas cliniques en urgence digestive, par exemple, qui sont assez intéressants. Des documents de synthèse médicale, donc là ça concerne plus le radiologue, et vous-même d'ailleurs, sur les produits de contraste en eux-mêmes. Et un service d'ingénieur d'application, donc il arrive à Bayer de faire venir des ingénieurs d'application indépendants pour optimiser les protocoles sur les machines, sur les machines que vous utilisez. Et Radimetrix, on vient d'en parler. Nous avons également des posters que vous pouvez rencontrer dans les salles, notamment un sur la segmentation cardiaque, sur l'IRM mammaire et sur l'IRM de la prostate. Également une application smartphone, donc sur séquence IRM.
Donc j'ai quelques fascicules comme ceci au stand également, et ça vous permet, en téléchargeant l'application, d'avoir accès aux terminologies des séquences IRM en fonction des constructeurs. Donc on retrouve GE, Siemens, Toshiba, enfin, et Philips. Et donc comme les terminologies changent en fonction des machines, ça c'est une aide que vous pouvez avoir sur votre smartphone et qui est quand même très intéressante. Nous avons la possibilité également de mettre en place des soirées hypnose, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est simplement une approche de l'hypnose ericksonienne. Et ça permet, par le biais de la parole, de prendre en charge des patients qui seraient un petit peu plus difficiles. Et donc notamment les enfants, les gens qui seraient claustrophobes, etc. Et par la parole, les déstresser et faciliter l'examen. Les événements Bayer, donc là c'est plus des symposiums, et également un partenariat avec la FPPE sur les formations IRM. Et donc il y a 2 sessions par an et qui se déroulent en 2 temps. Un premier temps où on reprend toute la partie physique de l'IRM et un deuxième module sur le diagnostic et l'image. Et ils sont assez prisés donc pour des manipulateurs soit qui commencent dans ce domaine ou qui n'ont pas fait d'IRM depuis longtemps et qui vont reprendre une activité de ce type. C'est très intéressant de se reformer par ce biais-là. Donc les passes sont très chères, c'est une formation qui est assez prisée. Et pour les patients, donc on a des posters pour expliquer ce que c'est qu'une IRM ou qu'un scanner et toutes les recommandations que l'on peut faire avec des flyers à mettre en salle d'attente. Nous avons aussi à disposition une vidéo pour l'IRM mammaire. Et cette vidéo, elle dure à peu près 7 minutes et ça explique aux patients qui vont passer une IRM mammaire ce qu'est une IRM et surtout la position dans la machine et ce qu'il faut faire en termes de respiration, de position, pas bouger, etc. Une application pour les enfants qui s'appelle Radio Hero. Donc ça, je vais vous la montrer après pour finir sur une petite note un peu plus sympathique. Et un diplôme du courage pour les enfants qui ont eu leur examen et qui ont suivi les directives et qui ont été très courageux. Voilà, donc Bayer est représenté dans 175 pays, c'est le leader mondial en radiologie. Ce n'est pas le cas en France, mais voilà. Écoutez, merci. Donc je vais vous montrer cette petite application. Alors ça fait un peu de bruit, mais elle est disponible. Donc il y a des flyers également qu'on met en salle d'attente, donc il suffit juste de flasher le flash code et ensuite voilà. Je vais peut-être baisser un peu le son, c'est peut-être un peu fort. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est sous forme de jeu. Il y a une partie conseil aux parents, donc je vais commencer par celle-ci, qui explique ce que c'est qu'une IRM, avec donc ce que c'est qu'une IRM, le déroulé de l'examen et puis les précautions si toutefois on ne sait jamais si l'enfant a une pile cardiaque. Hein, on est obligé de mettre les recommandations. Même chose pour le scanner, donc ça se déroule de la même façon. Donc je passe peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des conseils aux parents. Ensuite pour les tout petits. Donc là, c'est un jeu qui va lui permettre de comprendre ce que c'est que l'IRM et comment, ce qui risque de lui arriver, notamment la piqûre et le bruit de la machine. Donc je commence, ça se fait en 3 étapes. Donc la première étape, il va choisir, si c'est un petit garçon, on va prendre le petit garçon. Et là, c'est pour lui faire comprendre qu'il va y avoir une petite piqûre, donc il va mettre... Voilà, et un petit pansement après l'examen. Voilà. Ensuite, sur les sons. Donc là, il faut reconnaître les sons. Donc, je pense que c'est un sifflet, ça, c'est pas trop difficile. Donc là, j'ai gagné. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. J'ai jamais entendu ça, moi, de ma vie. Et je pense que c'est une machine à laver. Ah non, donc là, raté. Ah, c'est quoi ça? Donc voilà, donc il y en a 3, et l'idéal c'est de lui faire reconnaître le bruit de l'IRM.
Non, il m'en reste un. Et là, c'est pour faire comprendre qu'il ne faut pas bouger dans la machine. Donc, évidemment... Ah, mais je bouge beaucoup. C'est pas possible. Et voilà. Et donc là, il a réussi son examen. Et pour la peine, il a le droit de choisir son costume. Donc, on va le mettre vert avec des gants et des bottes bleues et une ceinture rose. Et en plus, il va pouvoir mettre la lettre de son prénom, Gauthier. Voilà. Donc ça, c'est une petite application qui peut être téléchargée sur des smartphones, sur des iPads. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est un plus pour leur expliquer l'examen qu'ils vont passer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc tous les documents que j'ai présentés, j'ai quelques exemplaires. Et si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à venir me voir au stand. Merci. Voilà, donc ça, il faut le remettre du coup. Merci beaucoup. Donc, c'est Madame Meunier de la MACSF qui va prendre le relais. Je vous remets. C'est bon. Merci. Merci, ça a été. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Sophie Meunier, donc je fais partie de la MACSF. Je crois que vous connaissez tous maintenant à peu près la MACSF. Ouais. Donc en 2-3 mots. Donc la MACSF, c'est une société mutualiste d'assurance réservée aux professionnels de la santé. Donc on assure tous les métiers médicaux et paramédicaux, et quel que soit le statut. Donc aussi bien pour vous en tant qu'étudiant, mais par la suite également lorsque vous travaillerez en tant que salarié, soit en cabinet de ville, soit directement à l'hôpital. Donc la MACSF, donc ça a 80 années d'existence. On assure actuellement plus de 950 000 sociétaires. Donc, et ces assurances, en fait, sont aussi bien d'un point de vue privé, donc assurance auto, habitation, mutuelle santé, mais notre cœur de métier, c'est la responsabilité civile professionnelle. Je pense que vos formateurs et formatrices vous en ont parlé déjà lors de leur cours. Donc c'est quelque chose qui est très important et auquel il faudra penser lorsque vous deviendrez, lorsque vous serez diplômé. Donc il faut penser à vous assurer en responsabilité civile professionnelle. Sachez qu'avec la FPPE, nous avons un accord de partenariat et en fait, en adhérant à la FPPE, vous avez une protection juridique professionnelle donc, qui se trouve à la MACSF. Mais il faut bien penser à la responsabilité civile professionnelle également par la suite, notamment si malheureusement, en cas de mise en cause pénale, votre responsabilité individuelle est recherchée. Donc je n'en dirai pas plus sur le sujet. Voilà. Donc je reste à votre disposition par la suite. Certains d'entre vous ont rempli un petit coupon pour participer à un jeu et gagner donc un coffret que j'ai ici, qui est pour un coffret Wonderbox Aventure et Évasion. Donc je vais demander à Jonathan de venir faire le tirage au sort. Voilà, donc j'ai besoin d'un ou une gagnante. Ouais, il y a 70 participants à peu près. Ah, la vache. Allez, une feuille. Alors, qui a gagné? Vous savez pas lire? Oui, mais c'est mal écrit. Hein. C'est mal écrit? Un Mas Pierre. Et voilà. Est-ce que Pierre est là? Oui. C'est un étudiant du Havre. Ah bah, en plus, c'est un des derniers. C'est un étudiant du Havre. Un des derniers à avoir participé qui ne voulait pas à la base venir remplir son petit coupon. Donc, remerciez vos collègues de vous avoir poussé. Et voilà, donc j'ai le plaisir de vous remettre au nom de la MACSF votre coffret. Donc pour aller faire, je ne sais pas, un stage de voiture de sport ou enfin voilà, vous aurez le choix dans ce coffret. Toutes mes félicitations beaucoup. En tout cas. Merci. Je vous souhaite bon courage à tous les étudiants, donc pour la fin de leurs études ou pour leurs années restantes encore. Donc sachez, oui j'ai oublié de vous le préciser, qu'en tant qu'étudiant, la MACSF vous offre votre contrat de responsabilité civile professionnelle sur toute la durée de vos études et il n'y a aucun engagement ultérieur. Donc je vous invite, pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, à aller sur le site de la MACSF pour souscrire votre contrat, donc gratuit. Voilà. Donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Sinon, vous pouvez nous appeler ou aller sur le site directement pour avoir de plus amples informations.
Je vous souhaite une bonne continuation et puis j'espère à bientôt. Merci, et puis merci à Jonathan, notamment innocente. Alors maintenant, non, c'est Monsieur Bruyère. Voilà, nous accueillons Monsieur Bruyère pour General Electric. Hop. Peut-être le chargé d'utilisateur là. Il y a un code. Le contrôle dessus. Oui. Ah, voilà. Je vous laisse faire. Vas-y. Je m'appelle Christophe Bruyère, donc comme mon accent l'indique, je travaille dans le Nord. J'ai eu cette chance depuis 2011 d'atterrir à Lille et depuis peu de travailler sur le 76. Voilà. Donc mon secteur, c'est le sud du Nord-Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et le 76. Je suis pas manip de formation, j'étais un peu l'équivalent, mais en biologie, c'est-à-dire que j'étais laborantin. Donc au bout d'un moment, j'ai voulu évoluer, voir autre chose. Je suis allé dans l'industrie pharmaceutique. J'ai occupé divers postes et je me suis retrouvé il y a 2 ans de ça à postuler chez General Electric sur les produits de contraste. Donc voilà, pour mon petit parcours. Alors je vais vous faire une présentation un peu globale, générale de ce qu'est GE. Donc en fait, un petit focus, je me demande si je n'ai pas passé Ah non, c'est bon. Donc un petit focus pour GE en France. GE, c'est pas que de la santé, c'est un très grand groupe qui a 3 divisions importantes, l'énergie, ce qu'on appelle Power and Water, donc après tout ce qui est Oil and Gas et Healthcare, donc ce qui nous concerne un peu plus. Je fais un petit focus sur la France, c'est important parce qu'on est une grande entreprise américaine, on nous le dit des fois, on nous le reproche, mais on emploie quand même 10 000 personnes en France et les effectifs de production, les effectifs industriels ont triplé en 15 ans, donc on est à 7 500 employés en termes de production. Voilà. GE est arrivé en France en 71. Et puis bon, ben là vous avez c'est un peu une diapo fourre-tout, donc vous voyez qu'on a des clients assez importants comme EDF, Total, GDF Suez, Air France. Pour ma part, je préfère m'adresser aux professionnels de santé, qui ne sont pas marqués là-dessus. Sur l'énergie, un des produits phares, c'est les turbines à gaz. On est les seuls producteurs français de turbines à gaz de grande puissance. Et puis, on produit aussi des moteurs d'avion. Donc, GE, c'est un peu mouse costaud. Donc, avec un chiffre d'affaires en France de 3,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Donc, ne croyez pas qu'on gagne tout ça. On investit une grande partie aussi. Donc, voilà. Il y a une présence industrielle historique de premier plan. On est arrivé en 71. On a repris, pour l'imagerie en coupe, on le verra plus tard, on a hérité un peu tout ça de Thomson. On a beaucoup de R&D, comme je vous le disais, avec le chiffre d'affaires, on réinvestit pas mal. Et on est assez présent sur tout le territoire, on a 21 agences régionales notamment. D'ailleurs, on va le voir là. Donc le healthcare, il y a le diagnostic, les traitements, donc avec l'imagerie qui est à mon avis, puisque je suis dedans, qui est à mon avis le plus important. On est aussi sur tout ce qui est service, maintenance. Après l'IT, c'est tout ce qui est logiciel, les softs, les hard. On a une offre assez globale qui va jusqu'au financement. Sur le territoire, il y a un site très important qui est BUC, c'est le siège européen. C'est un centre de développement, de recherche et dans lequel il y a beaucoup d'ingénieurs de R&D qui travaillent. Voilà. On est 2600 et donc 400 ingénieurs R&D.
Après, il y a des particularités. Vélizy, c'est le siège plutôt orienté vente. Ensuite, Strasbourg, c'est tout ce qui est management de la dose, puisqu'on propose une solution aussi qui s'appelle DoseWatch. On a un gros point logistique à Saint-Vitz et puis à Limonest. Et ensuite, Sophia Antipolis pour tout ce qui est ultrason. Voilà, je vous disais qu'on investissait pas mal. Vous pouvez voir qu'en bas de la diapo, 3 milliards de dollars investis dans la recherche. Ça, c'est au niveau mondial. Un des exemples des développements récents qu'on a pu avoir et qu'on a pu mettre en place et qui est produit en France, c'est le Discovery IGS 730. C'est utilisé donc plus pour des procédures endovasculaires. On travaille avec une petite PME bretonne sur des modèles de systématisation de robotisation. Il y a un soutien de l'État à hauteur de 18 millions d'euros et GE a investi 32 millions d'euros sur ce système d'imagerie qui est, comme je vous le disais, fabriqué à Buc pour le monde entier. Alors là, il y a une petite vidéo qui dure 2 minutes à peu près, je crois. Et puis, bon, le son, c'est pas très important parce qu'il ne parle pas et je crois qu'il répète à peu près tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression que mes managers n'ont pas eu une grande foi dans ce que j'allais vous raconter et dans ma force de conviction. Donc, on reprend un peu tout ce qui a été dit. C'est pas très net. Alors ça c'est Buc, c'est un endroit où vous aurez peut-être l'occasion d'aller pour des formations, puisqu'on propose des formations pour les professionnels que vous êtes, que vous serez, et que ce soit donc les médecins et les manips. J'aurais peut-être pu vous le raccourcir. C'était très enrichissant parce que ça reprenait un peu tout ce que j'avais déjà dit. Donc, une présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avait un portefeuille de produits complet. Je vous l'avais aussi montré déjà, donc avec l'imagerie, l'ultrason, LifeCare Solution, produits de contraste pour ma part, tout ce qui est IT, donc services informatiques, les solutions et puis le financement. Tout ça, on le propose à une large gamme de clients. Donc la radiologie, c'est une des composantes où on intervient, mais dans le monde de la santé, GE, à travers des
des dispositifs médicaux divers et variés, comme des ventilateurs, anesthésie, réa, comme du monitoring, est présent un peu partout dans le monde de l'hôpital. Life Science, qui me concerne plus particulièrement, donc c'est les produits de contraste en scanner avec Visipac, Omnipac. En cardiologie interventionnelle, on est amené aussi à utiliser du Visipac pour des particularités bien spécifiques. Et en IRM, c'est l'Omniscan. On travaille aussi donc, en médecine nucléaire sur des radiotraceurs. Donc, je m'occupe un peu de radiotraceurs en neurologie avec le DATScan, qui est utilisé en SENTI. Et on avait développé un examen en TEP. On a développé un examen en TEP dont on entend beaucoup, mais pour lequel il nous faut l'agrément aux collectivités. Donc, j'espère qu'on aura du nouveau très bientôt. Donc après, il y a des équipements de recherche et puis la thérapie cellulaire qui prend une place de plus en plus importante. Et puis le médico-légal et la qualité avec surveillance de l'environnement, c'est un problème d'actualité. Donc l'imagerie en coupe avec l'IRM. Vous avez sûrement vu des machines GE à travers des différents stages dans les différentes structures. Donc IRM, scanner et puis en imagerie moléculaire. Sur le scanner, je vais vous montrer le dernier né la tête de proue, la figure de proue de nos scanners, c'est le CT Revolution. Voilà, c'est un scanner qui nous permet de réaliser un scanner cardiaque le temps d'un battement de cœur, donc de s'affranchir des contraintes des mouvements, des artefacts de mouvement. Donc hop, je vais lancer. C'est beaucoup plus court que l'autre vidéo. C'est beaucoup plus petit. Par contre, le son. Donc c'est vrai que c'est un scanner qu'on ne voit pas partout. Pour l'instant, il est présent dans quelques centres seulement. Néanmoins, développer ce genre d'appareil nous permet de faire évoluer et d'avancer. C'est positif pour tout le monde, même pour les centres où on ne possède pas cette machine. Voilà, ça c'était la présentation qu'on avait faite, je crois, l'année dernière au RSNA. Ensuite, il y a toute la partie, bien sûr, mammo, cardio-interventionnel, radiologie interventionnelle, les mobiles chirurgicaux. On a vu dans les mobiles chirurgicaux l'IGS tout à l'heure, Discovery 730. Donc voilà, il y a une large gamme, comme je vous le disais. L'écho, qui est divisé chez nous en 3 divisions, donc générale, cardiovasculaire et santé de la femme. Je pense qu'on pourrait les mettre en tout regroupé, mais comme on s'adresse à des publics différents, on a préféré scinder cette division. Quant à Life Care Solution, bon, comme je vous l'ai dit, bon, c'est du monitoring, c'est de l'assistance respiratoire, c'est des défibrillateurs, il y a tout style d'appareillage qu'on peut rencontrer à l'hôpital. C'est vraiment présent sur toutes les divisions. Dans les services, le management de la dose, donc ça c'est un logiciel qui s'appelle DoseWatch chez nous, qui est développé à Strasbourg, qu'on a sorti depuis un petit moment. On en est à la phase 2.0, si on peut dire. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser indépendamment des machines. Je veux dire, ça peut être du GE, du Siemens, du Philips, Toshiba, peu importe. On peut utiliser DoseWatch. Ensuite, on a une pôle formation qui est assez important, je vous le disais, à Buc. Alors à Buc, il y a les formations en présentiel et puis il y a aussi une application pour la formation à distance et aussi des formations d'e-learning que vous faites seul devant un ordinateur et puis avec des sessions d'experts enregistrées. Voilà, c'était vraiment une présentation un peu basique, institutionnelle de GE. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous avez choisi, je pense, un métier qui peut vous promettre une carrière variée, riche. On sera amené sûrement à se revoir pour certains dans une cadre de relation fournisseur-client. D'autres passeront le cap et deviendront peut-être des collègues puisque on a GE a toujours
à l'affût, à la recherche de personnes compétentes. Et une fois que vous aurez votre expertise, votre expérience reconnue, on peut être amené à travailler ensemble comme consultant. Vous pouvez travailler pour nous comme consultant, et certains passent le pas et viennent notamment par le biais d'un métier bien connu qui est l'ingénieur d'application. Ça se fait. Moi, j'en connais pas mal au niveau de la division Nord. Et puis certains même derrière passent le pas, un pas de plus, puisqu'ils se découvrent une fibre commerciale et deviennent des vendeurs spécialisés, voire des chefs de projet. Voilà. Donc vous avez plein d'opportunités devant vous. Donc je vous souhaite bonne continuation à tous. Pas de questions, j'imagine. Non. Petite pause de 10 minutes, c'est ça? Voilà.